Bonjour à tous et bienvenue sur Blast. C'est un édito un peu particulier aujourd'hui, au lendemain du discours de politique générale de notre bien-aimé Premier ministre. L'alpiniste qui va sauver la France, mais qui a déjà sauvé Macron, qui était dans une belle cagade tant il était sûr de cohabiter avec Jordan Bardella. Pas de chance, Emmanuel. C'est un discours de feignant car je vais laisser à d'autres le soin de faire mon travail. La plupart des journalistes de Blast s'y sont mis pour brosser les portraits des nouveaux membres du gouvernement. Chacun a choisi le sien et Soumaya m'a dit le seul qui peut faire Barnier, c'est toi. J'ai dit bon d'accord, Barnier, je ne vais pas en faire des caisses. Juste vous donner mon sentiment d'observateur pressé, fatigué mais éclairé du merdier ambiant. Je pense que ce n'est pas un gouvernement Barnier, mais un gouvernement Macron. Et que ses membres, à un aéropage de vieilles tiges et de troisième couteau, part du très mauvais pied. En gros, même si les chaînes d'infos les ont passés au ripolin, ils font peine à voir et à entendre. Zéro cohérence, zéro tolérance, zéro modernité. Rétablir l'ordre, rétablir l'ordre, rétablir l'ordre. Un virage serré et hyper à droite au bord du précipice et pas un pet d'humanité ou de vision à long terme. Ces ministres sont là pour tenir le plus longtemps possible, un peu comme à Koh-Lanta quand les candidats font du surplace sur une poutre glissante. Pour nous, c'est popcorn ou riz amer. On attend la chute en scrutant leurs grimaces, on se demande à quelle sauce ils vont nous manger. Emmanuel Macron, en pervers narcissique polymorphe, en manipulateur en chef ne lâchant jamais l'affaire, son affaire, en chef suprême de la République démocratique de France, en amoureux de lui-même qui embrasse son miroir tous les matins, en homme sandwich de Bernard Arnault et du capitalisme financier, en contempteur aigri de tout ce qui dépasse à gauche, en gros dégueulasse, qui veut tondre toujours plus la laine puis la peau des plus pauvres, en apprenti sorcier qui a trouvé un pays comme terrain de jeu, en prince du paradoxe, en empereur de la rotonde, en plutôt Hitler que le Front populaire, en génie de l'entourloupe, a donc placé à Matignon un génie des alpages. Chaussettes de laine et pompe à clous. Le grand, le beau, le magnifique Michel Barnier. Enfin, je dis magnifique, il en fallait bien un pour relever le gant. Et le combat va être, compliqué. Le beau Mich a déjà prévenu. Ce sera du sang, des larmes et des coups de fouet. Le budget de l'État est trop tout. Trop gros, trop de services publics, trop d'impôts, trop de dépenses, trop de dettes, trop de mensonges. Il va tailler dedans dans un souci de vérité. Bah oui, toujours dire la vérité aux Français. Sans vouloir l'accabler, il aurait déjà dû commencer par leur expliquer qu'il est cadenassé par une haute fonction publique et des conseillers tous dévoués à Macron et placés là par l'Élysée. Je vous invite à ce propos à lire l'enquête de Blast parue la semaine dernière et à vous intéresser au cas de Jérôme Fournel, le directeur de cabinet de Michel Barnier, son gars sûr, l'homme qui va faire le job à sa place. Comment faire confiance à un type qui, quand il était directeur général des finances publiques, a lésé l'État au profit du Paris Saint-Germain dans le transfert de Neymar? C'est bien simple, on ne peut pas. C'est donc une grave erreur de casting qu'on ne peut imputer au seul Macron. Barnier est responsable de ce très mauvais choix. Il a accepté. Il a tout accepté pour ajouter à 73 ans une breloque à son veston. Michel a donc appelé Marine. Et là, vraiment, ça craint. Devant les réticences de son jeune ministre de l'économie, le macroniste Antoine Armand, à considérer le RN comme faisant partie de l'arc républicain et donc à refuser de consulter les députés d'extrême droite, Michel Barnier lui a passé une soufflante qui a donné cette scène absolument surréaliste le lendemain. Monsieur le ministre, juste un petit mot. Vous avez des regrets ce matin ? Mais l'histoire ne s'arrête pas ce 24 septembre 2024. Michel Génius Barnier a non seulement téléphoné à Marine Le Pen pour s'excuser, mais il l'a fait savoir. On en est donc là à Matignon. Un directeur de cabinet qui fait de l'optimisation fiscale son sport de combat, un Premier ministre qui fait des courbettes à l'extrême droite et un président qui surveille l'orchestre des coulisses. Allez, on ouvre le bal avec Bruno Retailleau. Non, pas lui. Personne ne veut le faire. On ouvre le bal avec Didier Migaud. Non, il n'est pas prêt. On ouvre le bal, je sais pas avec qui, avec Catherine Vautrin ? Non. Bon, je ne sais pas avec qui on ouvre le bal.
Et je ne suis même pas sûr que ce soit un bal. Ou alors c'est un bal musette, par temps de pluie, au bord d'une rivière où passent des cadavres. Dans le ciel, que des nuages, noirs. À la trompette, Michel Barnier et au tambourin, Anne Jeuneté. Et de 5 pour le ministère de l'Éducation nationale. En seulement un peu plus de 2 ans depuis la réélection d'Emmanuel Macron, 5 ministres se sont déjà succédés, rue de Grenelle. Après le discret Ndiaye, le futur ex-premier ministre Attal, la très attachée au privé Oudéa Castéra et la démissionnaire Belloubet, c'est désormais au tour d'Anne Jeuneté de s'emparer de la patate chaude sous Michel Barnier. Et comme le président de la République désignait l'éducation comme son domaine réservé à l'été 2023, c'est de nouveau un profil macroniste qui a été sélectionné pour une députée élue depuis 2017 dans la 11e circonscription des Français établis hors de France, que personne n'attendait à ce poste. Une personnalité politique méconnue des Français, médecin de formation et qui a notamment intégré la commission des affaires étrangères, puis celle de la défense nationale et des forces armées. On l'aurait donc au moins vu du côté du Quai d'Orsay, mais pas à l'éducation. Et ça, les syndicats d'enseignants n'ont pas manqué de le remarquer et de s'indigner que l'école serve de variable d'ajustement, tout en dénonçant une erreur de casting ou encore une continuité d'Attal. En tout cas, groupe de niveau, réforme du brevet, généralisation de l'uniforme, manque d'effectifs, rémunération ou encore service national universel, ce sont des dossiers brûlants, pour beaucoup laissés en suspens, que vont devoir prendre en main la nouvelle ministre et son délégué, chargé de la réussite scolaire, l'élu LR et proche de Laurent Wauquiez, Alexandre Portier. Enfin, en espérant que de nouvelles casseroles ne viennent pas monopoliser l'éducation nationale, pour une ministre qui s'était expatriée à Singapour à partir de 2005 pour y créer une entreprise de conseil en relations employeurs et personnel de maison, les helpers, comme ils sont appelés, des domestiques, quoi. Depuis sa nomination, des archives de ces conseils sont remontées pour les engager et les encadrer, parmi eux des cours de cuisine proposés sur Facebook à ces domestiques, des conseils de recrutement assurant que les congés payés n'étaient ni obligatoires ni recommandés, ou encore qu'il fallait se méfier des réponses approbatives des domestiques qu'il ne fallait pas énerver ou humilier, sans quoi ils deviendraient ingérables. La politique que je mènerai dans les 5 ans à venir sera donc écologique ou ne sera pas. Cette grande promesse semble bien loin aujourd'hui, pourtant ce n'était qu'il y a 2 ans. Dans le nouveau gouvernement, la droite domine. Une droite qui n'a eu de cesse ces dernières années de fustiger l'écologie punitive quand elle n'était pas tout simplement silencieuse sur ces sujets ou complaisante avec les lobbies économiques. Pour résumer rapidement, nous avons un nouveau ministère de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Mais si le nom est à rallonge, son périmètre d'action n'a jamais été aussi restreint que depuis 2008. Les ONG parlent d'un démembrement, puisqu'il a été amputé de portefeuilles essentiels, comme les transports, le logement ou encore la mer. Et la biodiversité a disparu. Moi, je suis du côté de l'écologie des solutions, pas de l'écologie des illusions. C'est Agnès Pannier-Runacher. Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. Ancienne ministre de l'Agriculture et de la Transition énergétique, notamment soupçonnée de conflit d'intérêts avec un géant de l'industrie pétrolière, qui prend la tête de ce ministère après Christophe Béchu. Je serai une voix exigeante avec la volonté d'agir tous les jours, de ne pas considérer que la nouvelle donne politique serait un appel à l'inaction. Elle sera accompagnée par la ministre déléguée à l'énergie, Olga Givernet de Renaissance, qui a fait carrière dans le secteur de l'aviation, notamment l'aménagement des intérieurs de jets privés. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçue. Et presque tous les autres ministres liés aux questions écologiques sont à droite, très à droite, et loin d'être connus pour leur engagement sur ces questions. La ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt, Annie Genevard, des Républicains, est très conservatrice et défend les chasses traditionnelles, chasse à courre et chasse à la glu, mais aussi l'élevage intensif et les pesticides. Elle a voté contre toute avancée en matière écologique en tant que députée et se dit contre ceux qui se battent pour une écologie qu'elle qualifie de punitive et décroissante. Sa nomination a été saluée par la FNSEA et la coordination rurale. Je partage le sentiment de révolte de certains face à des activistes qui détruisent les moyens de production et l'outil de travail indispensable pour nous nourrir. Le ministre délégué à la mer et à la pêche, Fabrice Loher, UDI, est maire de Lorient, ce qu'il compte rester et donc cumuler les mandats. Mais il est aussi l'ancien président du port de pêche de Lorient, considéré par l'ONG Bloom comme un lobbyiste pour défendre la méthode de pêche la plus climaticide qui soit, le chalutage.
Le nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a lui très fortement défendu la dissolution des soulèvements de la terre. Tout son discours peut laisser craindre un durcissement de la répression des militants écologistes et une restriction des libertés publiques déjà mise à mal par Gérald Darmanin. J'en ai marre de voir que l'écologie a été capturée, prise en otage par une certaine gauche radicale. Rappelons ici que la France se réchauffe plus vite que le reste du monde, plus 1,9 degré depuis l'ère pré-industrielle, et que toutes les régions font face aujourd'hui à une multitude de risques qui bouleversent la vie de millions de personnes. Sans parler des immenses impacts sur la santé, de la pollution plastique, de l'air, des pesticides ou encore des canicules. Mais tout ça ne semble pas une priorité. Finalement, sur l'écologie comme sur les autres sujets, avec ce nouveau gouvernement, il y a une sorte de continuité en pire. Dès sa prise de fonction, Bruno Retailleau a voulu tout de suite marquer sa politique à l'extrême droite. 3 priorités, vous les retiendrez facilement. La première, rétablir l'ordre. La deuxième, rétablir l'ordre. La troisième, rétablir l'ordre. L'ordre. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un ? Pour une société fondée sur l'ordre et la sécurité. Oui. Je sais, c'était facile, mais en même temps tellement ressemblant. Disons que Bruno Retailleau a fait toute sa carrière dans le côté obscur de la politique. Pendant près de 25 ans, Retailleau sera l'apprenti de Philippe de Villiers. Ensemble, ils travailleront au Puy du Fou et au Conseil régional de Vendée. Puis, Retailleau va un tout petit peu s'émanciper de son maître puisqu'il sera élu sénateur de Vendée en 2004. Et depuis toujours, il n'a qu'une seule obsession. Une société multiculturelle, avec la juxtaposition de blocs de population, ce sera forcément une société multiconflictuelle. Les gens qui viennent, et notamment l'émigration africaine, ce sont des gens qui n'ont pas la même culture que nous, ce sont des gens qui viennent non pas pour être français, mais souvent pour profiter des droits sociaux français. Donc le problème est que ces gens ne souhaitent pas s'assimiler. Moi je suis pour le terme d'assimilation plutôt que pour le terme de l'intégration. En 2009, coup de théâtre, la rupture va être consommée entre le maître et son apprenti. De Villiers reprochera à Retailleau ses ambitions nationales. C'est quelque chose qui fait mal d'abord, bien sûr. Et on se dit, mais qu'ai-je donc fait pour mériter un traitement pareil ? Difficile de ne pas voir en cette éviction une mise au pas orchestrée par Philippe de Villiers. Ce ne serait d'ailleurs pas la première fois. Mais Bruno Retailleau ne se laisse pas faire et il réussira à voler le siège de président du Conseil régional à Philippe de Villiers. La suite, on la connaît. Devenu président du groupe Les Républicains au Sénat, Retailleau va se placer en opposant politique à Emmanuel Macron. Moi, j'ai une autre ambition pour LR que d'en faire une simple béquille du macronisme. J'ai une ambition d'en faire justement l'instrument d'une reconquête nationale. Ça, c'était avant qu'on lui propose le ministère de l'Intérieur. Ses premières actions en tant que ministre, porter plainte contre Raphaël Arnaud, député de la France Insoumise, qui a écrit dans un tweet que la police française commettait des assassinats en Nouvelle-Calédonie, et soutenir une association qui a décidé de virer 2 femmes parce qu'elles portent le voile. Police, immigration et musulmans, le cocktail gagnant de l'extrême droite. Vous l'aurez compris, Retailleau, c'est tout simplement le Rassemblement national au ministère de l'Intérieur. Le gouvernement Barnier innove. Un ministère chargé de la sécurité du quotidien a été créé, rattaché bien entendu au ministère de l'Intérieur. Si un grand flou règne autour de ses attributions, le tout nouveau titulaire du poste, Nicolas Daragon, n'est pas un inconnu des lecteurs de Blast. Cet ancien professionnel du tourisme, passé notamment par une carrière de businessman, est à la tête de la mairie de Valence depuis 10 ans. Le premier édile cumule les casquettes de président de la communauté urbaine, président départemental de l'Association des maires de France et vice-président du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. En avril dernier, Nicolas Daragon était au cœur de notre long format. Islamophobie, l'État en guerre contre une école musulmane, où l'on découvrait, stupéfait, que le maire ne savait pas résister aux pressions politiques et médiatiques de l'extrême droite. Et pire, qu'il avait manœuvré avec l'ancienne préfète de la Drôme pour faire annuler la vente d'un terrain à une école privée musulmane. Cela aurait pourtant permis à l'établissement scolaire de quitter les locaux de la mosquée de Valence et de passer sous contrat avec l'État. Cette tumultueuse affaire est encore pendante devant les tribunaux civils, administratifs et judiciaires. 3 plaintes pour faux en écriture publique, discrimination et menaces aux conditions visent Monsieur le maire et désormais Monsieur le ministre. Des enregistrements avaient été révélés en exclusivité dans notre long format.
Voilà qui fait mauvais genre pour l'adjoint de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui bégait sa volonté de restaurer l'ordre. Sur ce point particulier, le bilan de M. d'Aragon rend d'autant plus surprenante sa nomination. Les chiffres de la délinquance à Valence et dans la région drômoise sont alarmants. En effet, sur l'année 2023, les pourcentages de la commune drômoise concernant les infractions à la législation sur les stupéfiants enregistrent une hausse de 10%, supérieure à la moyenne nationale. Mais c'est également les infractions liées à la grande criminalité, les règlements de compte et la vente de stupéfiants qui ont augmenté à Valence, la classant ainsi à la seconde place des villes de la Drôme avec le plus d'insécurité. Ce que je n'ai pas fait à Valence, je le ferai pour la France. En voilà un beau slogan. Du côté du ministère de l'économie, petite surprise. Alors que Laurent Wauquiez était pressenti pour le poste, c'est Antoine Armand, 33 ans, qui récupère le titre de ministre de l'économie. Passé par l'École normale supérieure et l'ENA, il a travaillé entre 2019 et 2022 pour l'Inspection générale des finances, tout en s'engageant dans le parti En Marche. En 2022, il est devenu député de la 2e circonscription de Haute-Savoie et il a été réélu en 2024 en battant le Rassemblement national grâce au barrage républicain. Et il est important de préciser qu'un candidat du NFP s'est désisté dans sa circonscription pour qu'il puisse la remporter. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'est fait remarquer dès son arrivée. C'est sûrement le ministre le plus médiatisé récemment de notre panel. Le 24 septembre 2024, interrogé sur France Inter, pour savoir si le Rassemblement national est républicain ou non, il répond ça. Le Rassemblement national, contre lequel nous avons été élus, face auquel nous avons fait un front républicain, n'y appartient pas. Il faut être très clair dessus, même si on respecte... Pour vous, le Rassemblement national n'appartient pas à l'arc républicain, les insoumis si. Mais même si certains insoumis ont malheureusement dépassé les bornes de la République très souvent. Le tollé est immédiat. Les cadres du Rassemblement national s'indignent et regardez bien la confiance avec laquelle Marine Le Pen s'exprime. Je pense que le Premier ministre doit aller expliquer à l'ensemble de ses ministres quelle est la philosophie de son gouvernement, car il semblerait que certains n'aient pas encore totalement compris. Madame Le Pen, il va y avoir une élection. Résultat, Michel Barnier appelle immédiatement Marine Le Pen pour la rassurer, Bercy publie un communiqué dans la foulée et Antoine Armand rétropédale dans la journée. Le tout donnant lieu à une séquence extrêmement gênante, traduisant le malaise de ce gouvernement formé avec l'aval du Rassemblement national. Vous pensez que le Rassemblement national est dans l'arc républicain ? Monsieur Armand, est-ce que vous tournerez désormais cette fois votre langue dans votre bouche avant de parler dans une matinale de radio ? Est-ce que vous considérez avoir fait une erreur ou pas du tout ? Est-ce que Marine Le Pen contrôle Michel Barnier ? Sur le plan économique, c'est le retour de l'austérité. Avec le ministre du Budget, Laurent Saint-Martin, ils ont annoncé que pour combler les déficits, ils ont l'intention de surtout couper dans les dépenses plutôt que de lever de nouvelles recettes fiscales. Antoine Armand, c'est donc un pur produit du macronisme, un libéral assumé, haut fonctionnaire, dont les convictions n'auront pas fait long feu face à la pression politique. En l'état, il aura été celui qui a incarné ce bouleversement politique. Le gouvernement est officiellement soumis au bon vouloir de l'extrême droite. Pour dénicher une personnalité dite de gauche assez malléable pour intégrer leur gouvernement, le duo Macron-Barnier a carrément dû remonter le temps jusqu'en 2010 exactement. À cette date, Didier Migaud, leur nouveau ministre de la Justice, avait effectivement sa carte au Parti socialiste. Et mieux, il était député d'opposition, président de la prestigieuse Commission des finances. Mais l'élu était d'un rose assez transparent, peu présent dans les instances du PS, invisible pendant la présidentielle de 2007, où il était pourtant conseiller fiscal de Ségolène Royal. L'homme a fait preuve de discrétion, avant de jouer à fond le jeu de l'ouverture de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui poursuit ses consultations pour former le gouvernement avec des élus UDF et, une fois encore, avec la gauche. En 2010, le chef de l'État le propulse président de la Cour des comptes. Migaud démissionne alors du PS pour se consacrer pendant 10 ans à une tâche simple. Appeler tous les gouvernements de droite et surtout de gauche à baisser la dépense publique, réduire les déficits et faire mieux avec moins d'argent. Une obsession qui lui vaut les critiques de la gauche et bien sûr les vivas de la droite.
Cette belle trajectoire a bien évidemment séduit Emmanuel Macron, aussi fan de Sarkozy que de disruption. En 2020, il le nomme président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, un poste sensible. La célèbre HATVP ausculte les patrimoines et déclarations d'intérêt des élus, notamment du président et des ministres, et transmet à la justice toute irrégularité. À la tête de l'institution, Didier fait du Migaud, guerre de vagues, encore moins d'étincelles, et à la clé, une nouvelle promotion comme ministre de la Justice. Sa nomination place Vendôme interroge toutefois à plusieurs titres. D'abord, parce que Migaud va voir son patrimoine examiné par ses anciens services de la HATVP. Et qu'à la tête de l'institution, il a sondé les finances de ses nouveaux camarades de l'exécutif, que ce soit Emmanuel Macron, Rachida Dati, Guillaume Kasbarian ou Sébastien Lecornu. Une incongruité qui n'a pas empêché sa nomination au sein d'une Macronie, il est vrai très peu regardante quand il s'agit de conflits d'intérêts. Ensuite, sa remarquable souplesse idéologique, un socialiste promu par Sarkozy puis Macron tout de même, inquiète ces nouvelles troupes du ministère de la Justice. Elles craignent de voir le nouveau ministre se faire déborder de l'intérieur par Bruno Retailleau, l'extrême droitier patron de la place Beauvau, le bègue de l'ordre. Enfin, avec Migaud le comptable, les magistrats s'attendent à ce que les promesses d'embauche, de greffiers et autres personnels destinés à réparer la justice ne restent lettre morte. En résumé, avec Didier Migaud, Michel Barnier n'a évidemment pas trouvé une caution de gauche. Il recycle simplement une vieille prise de guerre de la Sarkozy, largement digérée par la Macronie. La France a un nouveau gouvernement et toujours Rachida Dati. La ministre démissionnaire de la Culture de Gabriel Attal, le plus jeune chef de gouvernement de la Ve République, est désormais celle de Michel Barnier, le plus ancien de tous. Reconduite et survivante du grand chamboule-tout déclenché par l'Élysée, Dati est la star de la coalition Barnier. Et son étoile brille d'un éclat encore plus fort au milieu des second, troisième et même quatrième couteaux qui la composent. Franchement, c'est pas sympa. Car ce qui s'est passé cet été, un effondrement, est une victoire personnelle pour l'ancienne conseillère et protégée de Nicolas Sarkozy. Dans l'affaire, elle aurait pu laisser des plumes, mais la voilà confortée. Cet incroyable tour de passe-passe, installant dans un même gouvernement des forces et personnalités hier adversaires, niant le suffrage universel d'un côté, la démonétisation du camp présidentiel, l'obsolescence des républicains de l'autre, exhumant du passé un premier tellement old school qu'on en avait oublié jusqu'à son nom, le tout sous le parrainage de Marine Le Pen, qui ne se cache pas puisqu'au contraire on y met les formes, acte la fusion ultime du macronisme et du sarkozysme. Un gloubi-boulga, nettement à droite, dont Rachida Dati est l'incarnation la plus aboutie, et ce, dans toutes ses dimensions. Car ce bonheur d'en être encore, quelles que soient les circonstances et les conditions, n'est pas seulement égotique. Il a des vertus curatives et anesthésiantes. Il permet aussi d'oublier les sujets qui fâchent et les affaires, autres marqueurs communs. Là, je veux dire, la croisade, les attaques, les collusions ou autres, je ne suis pas là pour répondre à ça. Voilà. Parce que là, c'est du soupçon. Et être au cœur du pouvoir et au sommet de l'État est sans doute la meilleure place quand la justice menace, même si cette situation est très douteuse. Mais en Macronie comme en Sarkozy, on n'en est pas à ça près. Dans les casseroles judiciaires sur le feu, le dossier Carlos Ghosn, du nom de l'ancien PDG de Renault-Nissan, réfugié au Liban, chauffe à basse cuisson. Le parquet national financier doit rendre bientôt ses réquisitions. Depuis l'été 2021, l'ex-magistrate vit avec une mise en examen au revers de son tailleur d'ancienne garde des Sceaux pour corruption passive, trafic d'influence passif et recel d'abus de pouvoir. En cause, un rapport dont elle est l'auteur, pour lequel elle a touché 900 000 €. La semaine dernière, nouveauté, Libération consacrait plusieurs pages au train de vie, à la ménagerie et aux avantages dont elle a profité de son ancien compagnon Henri Proliot, l'ex-patron d'EDF puis de Veolia. En arrière-plan, il est également question de ses relations avec des pays et puissances étrangères. Blast est en première ligne sur ces sujets. En juin dernier, les révélations de la cellule enquête détaillaient comment la même députée européenne s'était mobilisée avec ses collaborateurs et les moyens du Parlement pour soutenir les actions d'un dirigeant du Qatar au cœur des dossiers les plus stratégiques de l'Émirat. Nous avions produit une série de lettres portant la signature de 7
très cher, Rachida, l'homme qu'elle tutorait, est celui qui a déminé l'épineuse crise des chantiers de la Coupe du Monde de foot. Et c'est le même qui s'est retrouvé fin 2022 au cœur du scandale des ingérences étrangères au Parlement européen. Les révélations de Blast n'ont suscité qu'un silence gêné. La ministre n'a pas pipé mot, pas plus que l'Élysée ou Matignon. 3 semaines plus tard, Rachida Dati soutenait la candidature d'un de ses poulains aux législatives avec l'investiture de la majorité présidentielle. Son ancien directeur de cabinet à Bruxelles, dans ces élections anticipées qui valent aujourd'hui à la France d'avoir un nouveau gouvernement et toujours la même ministre de la Culture. Pour les suites à toutes ces affaires et quelques autres, on attendra. Pour le moment, place à l'euphorie, Madame Dati est ministre à nouveau et encore. Personne ne sait combien cela durera et peu importe. Les casseroles provisoirement sous le tapis, ce CDD prolongé rue de Valois va lui permettre de préparer dans les meilleures conditions la suite de ce palpitant feuilleton. La bataille de Paris pour les municipales de 2026 qu'elle espère conquête. Et là aussi, tout s'aligne. Alors que son entrée en janvier 2024 au gouvernement Attal avait fait exploser la droite parisienne. Mais ça, c'était avant. Avant l'été. La dissolution et les retrouvailles, LR et Macronie réunis. Tous ensemble et elle devant. Alors, on aurait pu poursuivre avec le ministre des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, j'ai 2 questions. L'une d'une consoeur qui voudrait savoir pourquoi la France parle de ressortissants français qui meurent dans des explosions et pas dans des bombardements. Et ma propre question est pourquoi la France ne condamne pas avec clarté la mort de civils dans les frappes aériennes. La première question, c'était, pardon ? Celui de la fonction publique. La loi anti-squat, c'est une loi que j'ai portée, il y a de ça 1 an, et qui permet de faire 2 choses. 1, lutter plus fortement contre les squatteurs et les expulser avec une procédure préfectorale plus rapide et tripler les sanctions qui pèsent sur les squatteurs. Et 2, d'accélérer les procédures en cas d'impayé locatif, c'est-à-dire si vous avez un locataire qui s'arrête de payer, et avant ça durait plusieurs années, on a réduit les délais au maximum pour que ça ne dure plus que quelques mois. Mais c'est finalement le Premier ministre Michel Barnier qui, après un discours de politique générale d'1h23, qui en a paru 10. Madame la Présidente, j'en termine enfin. Une prise de parole ponctuée de poncifs et jonchée de déclarations se voulant rassurantes, mais en réalité bien flippantes. Nous n'accepterons aucune remise en cause des libertés conquises au fil des ans. Je pense à la loi portée par Simone Veil sur l'IVG. Aucune remise en cause de la loi sur le mariage pour tous. Ouvert par cette formule d'un cynisme sidérant. Je pars avec le gouvernement d'un vote populaire qui vous a élus, mesdames et messieurs les députés. Cette déclaration a illustré toute la perversité contenue à la tête de l'État. Il y a une forme de jouissance dans l'idée d'être le maître du jeu. Il dit toujours « je suis le maître des horloges », ce qui est juste dingue comme vision de soi-même. Donc il aime avoir la maîtrise des choses et diviser. Et largement imagé par le portrait collectif proposé et porté ici par la rédaction de Blast. Par petites touches, ce portrait dessine un ensemble et donne à voir quelque chose. Alors de quoi ce gouvernement est-il le nom ? Il est certes le nom de l'énième virage extrême-droitier d'Emmanuel Macron, il est certes le nom des énièmes torsions institutionnelles usées ad nauseam par le chef de l'État, mais il est surtout le nom et l'incarnation d'une forme de haine. Cette haine, c'est la haine de la démocratie. La haine de la démocratie, c'est celle que lui vouent, selon le philosophe Jacques Rancière, tous ceux qui refusent de la considérer avant tout comme une pratique et une compétence de ceux qui ne sont rien, des sans-parts, et des n'importe qui. De la dissolution à la formation de ce gouvernement inversé et illégitime, c'est en dernière instance l'esprit d'égalité à la racine de toute aspiration démocratique qui a été tué. Contre la volonté populaire, l'habileté des prétentieux a imposé sa marche. Pour finir, avec Jacques Rancière, cette citation, toutes ces figures contemporaines ont au moins un mérite. À travers la haine qu'elles manifestent contre la démocratie ou en son nom, et à travers les amalgames auxquels elles soumettent sa notion, elles nous obligent à retrouver la puissance singulière qui lui est propre. La démocratie n'est ni cette forme de gouvernement qui permet à l'oligarchie de régner au nom du peuple, ni cette forme de société que règle le pouvoir de la marchandise.
Elle est l'action qui sans cesse arrache au gouvernement oligarchique le monopole de la vie publique et à la richesse la toute-puissance sur les vies. Elle est la puissance qui doit aujourd'hui plus que jamais se battre contre la confusion de ses pouvoirs en une seule et même loi de la domination. Retrouver la singularité de la démocratie, c'est aussi prendre conscience de sa solitude. À Blast, plus que jamais, nous sommes mobilisés, même si nous restons fragiles, pour opposer à ce simulacre démocratique le journalisme et l'information d'un média libre et indépendant. Ce rôle de rempart et de contre-pouvoir, cette possibilité inouïe de renouveler et de faire vivre l'expérience démocratique réelle, nous l'assumons grâce à vous. Alors si vous le pouvez, n'hésitez pas à vous abonner ou faire un don. Merci et à bientôt sur Blast.